Petit message avant de commencer la vidéo. Au début de chaque vidéo, depuis la reprise de cette chaîne, je dis que les enregistrements sont infernaux. Vous avez lu le titre, vous avez vu la durée de la vidéo. Mes amis, souhaitez-moi bonne chance. Bonjour les gens et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, ce n'est pas un avis sur Jojo parce que le syndrome de la page blanche commence à se faire sentir. Cette vidéo traitera de chaque membre du groupe de Golden Wind et respectera le schéma suivant, à savoir on verra d'abord leur caractère et leur stand dans une première partie où on analysera leur personnalité. Ensuite on verra leurs flashbacks différents dans la catégorie que j'appelle leur passé. Et pour finir j'ai une catégorie un peu fourre-tout qui s'appelle dans Golden Wind auquel on voit ceux qui font dans la partie. Bon alors on sait de quoi on parle, on a le schéma posé, je pense qu'on peut commencer. Bon, on commence l'analyse par Panakota Fugo. Panakota Fugo est quelqu'un qui est d'un côté très calme, réfléchi et sérieux, mais qui d'un autre côté est très violent et impulsif. Son stand, Purple Haze, ne représente que son côté destructeur. La capacité du stand, à savoir son virus, représente la colère qui se répand et fait pourrir les gens de l'intérieur en un temps record. Fugo n'a pas vraiment eu de flashback, le flashback de la version animée étant adapté de Purple Haze Feedback, qui n'est pas canon. En excluant le flashback de la version animée, tout ce qu'on sait sur Fugo est qu'il a 16 ans, il est né dans une famille aisée de Naples, il a un QI de 152, il a été accepté à l'université à 13 ans, mais un jour il a agressé un prof. On en déduit alors qu'il aurait été mis à l'écart d'une quelconque façon. Bien que Purple Haze Feedback viendra combler certaines zones de mystère, il n'empêche qu'il reste non canon. À sa première apparition, Fugo est premièrement montré comme étant un personnage attentionné à apprendre à Narancia comment calculer une multiplication, quand soudain il est pris de colère et plante une fourchette dans le visage de Narancia suite à une mauvaise réponse, ce qui va grandement appuyer les traits de caractère vus précédemment. Son combat contre Illuso est métaphorique. Fugo est séparé de son stand, et pour gagner, il devra retrouver son côté destructeur et trouver un juste milieu entre pétage de câble et calme. Mais Fugo en est incapable, et c'est Giorno qui trouvera une solution pour rassembler Fugo et son stand. Mais Fugo n'y est pas arrivé de lui-même, et ce sera très important pour la suite. Lorsque Bruno laisse le choix à son équipe de le suivre ou pas, Fugo, ayant laissé le dessus à son côté réfléchi, décide de rester là où il en est. Araki avait premièrement pensé cette scène pour faire combattre Fugo contre ses amis lors du combat final, pour montrer que Fugo aurait échoué dans sa quête d'un équilibre dont il avait tant besoin. Malheureusement, au moment d'écrire le combat final, Araki ayant retourné sa veste, à l'image du personnage de Fugo, cette analyse se termine en plomb avant de décanter sur le tas. Narancia Girga a un caractère casse-cou, enfantin et tête en l'air. Cet aspect de sa personnalité sera représenté dans son stand, Ario Smith, qui est un stand aérien. Narancia est un gosse de 10 ans normal jusqu'à ce que sa mère meure d'une maladie des yeux et décide alors de vivre dans la rue. Il accorda sa confiance à un gamin plus âgé que lui et lui raconte une histoire. Ce gamin, dont j'ai oublié le nom, qu'on appellera Kevin dans des besoins d'appellation, lui conseillera de se teindre les cheveux en blond comme lui. Le lendemain, Narancia se fait arrêter pour avoir agressé une grand-mère alors qu'il n'a rien fait. En prison, il se dit que c'est peut-être Kevin qui a fait ça pour lui faire porter le chapeau. Puis il se dit que ce n'est pas possible, après tout Kevin est quelqu'un de confiance. À sa sortie de prison, personne n'osait adresser la parole à Narancia car Kevin leur avait raconté la mort de sa mère et leur a dit que sa maladie était contagieuse. Le crime est parfait. Narancia se met à perdre espoir quand un jour, Fugo le vit et l'amena auprès de Bucciolati. Ce dernier paya l'opération pour guérir les yeux de Narancia. Pour le remercier, Narancia rejoint passionné malgré l'interdiction de Bruno. À sa première apparition, Narancia se monte tête en l'air. Il n'arrive pas à résoudre les calculs de Fugo, et quand ce dernier s'énerve, Narancia sort un couteau pour montrer qu'il ne se laissera pas faire. Son combat contre Formaggio est lui aussi lourd de sens. Après avoir été mis à l'écart, Narancia est miniaturisé, rabaissé, mais cette fois, il est accompagné d'Ario Smith et il compte bien s'en servir. Malgré sa petite taille, il continue le combat et à la fin, il prend la décision de répandre le feu. Formaggio lui dit que c'est une idée de merde, car il se retrouve en mauvaise situation et Narancia lui fait comprendre qu'il assume sa décision et se bat. Ensuite vient le dilemme de Bucciolati où Narancia n'arrive pas à choisir. Il ne se décide que lorsqu'il se rend compte que Trish vit une histoire similaire à la sienne et qu'il ne peut pas rester là sans rien faire. Après cet événement, il y a le combat contre Squalo et Tiziano qui n'est pas très intéressant donc on passe directement au combat final. Comme à son habitude, Narancia est le premier à se faire attaquer, mais avant, il se promet de reprendre l'école. On peut comparer ça à un confessionnage. Après avoir avoué ses péchés à Giorno, il peut partir tranquillement, empalé sur les barreaux du Colisée. Leone Abacchio est quelqu'un qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il n'était. Il se voit comme étant un homme à utiliser. Le centre d'Abacchio montre cette envie de trouver la vérité et l'importance qu'il accorde au passé, mais montre aussi qu'il ne s'aime pas trop dans son incapacité à aider Abacchio pendant le replay. Dans son passé, Abacchio était policier. Dans son métier, il se confronta à un paradoxe. Les gens n'hésitent pas à demander l'aide des policiers, mais ils ne se retiennent pas non plus de les mépriser. Face à ce paradoxe, Abacchio se laissa corrompre par un proxénète. Quelques temps plus tard, Abacchio et un de ses collègues sont appelés pour s'occuper d'une affaire. Là-bas, il vit le proxénète de la dernière fois, qui lui propose un autre deal,
Mais c'était un piège. Le proxénète tire alors, mais le collègue d'Abakio s'interpose et se prend la balle, puis meurt. Abakio est viré jusqu'à ce que cette histoire remonte à Bruno Bucciolati, qui l'invite à rejoindre son équipe. À sa première apparition, Abakio pisse dans une théière et en propose à Giorno. Cette scène ne montre que le mépris qu'Abakio a envers Giorno. Dans son combat contre Mario Zucchello, son équipe tombe petit à petit. Et lorsqu'il résout l'énigme de Soft Machine, il part sans regret en laissant tout ce qu'il a compris à Bucciolati. Ça montre qu'il n'a pas peur de mourir pour son équipe et pour le bien commun. À sa mort, Abakio est en train de remonter jusqu'au boss, quand soudain, Abakio se fait transpercer par King Crimson. Et au lieu d'arrêter le replay pour pouvoir contre-attaquer avec son Moody Blues, il décide de continuer pour pouvoir remonter au visage du boss pour le bien commun de son équipe. Guido Mista. Alors, je ne sais pas en quoi Sex Pistols représente la personnalité de Mista, là où Mista est quelqu'un qui persévère et qui ne dévie jamais de son chemin, son stand, lui, dévie les balles. Je pense que c'est juste pour faire un combo broken avec Gold Experience. Dans son passé, Guido Mista était un jeune homme quelconque vivant une vie quelconque. Un soir, il passe à côté d'une voiture d'où il entendait du bruit. Il vit une femme se faire agresser par un homme. Sans réfléchir, Mista ouvre la porte et dégage l'homme. L'agresseur se relève et deux autres hommes sortent de la voiture tous armés. Mista arrache l'arme des mains de l'un d'entre eux et les tua tous. Quelque temps plus tard, il fut condamné pour meurtre, la légitime défense n'ayant pas été acceptée. Cette histoire remonta à Bruno Bucciolati, qui décida de payer sa remise en liberté. À sa première apparition, Mista refuse de prendre du fraisier car il y a 4 parts, 4 étant un nombre qui porte malheur, ce qui montre que Mista est très superstitieux mais ce n'est pas très intéressant. Dans son combat contre Kraftwerk, Mista fait face à un stand qui bloque ses balles, et pourtant il continue de tirer jusqu'à trouver une solution malgré son désavantage, ce qui montre encore une fois que Mista ne dévie jamais de sa route. Puis, dans son combat contre White Album, Giorno l'incite à aller chercher le Dix au lieu de combattre. Mais Mista s'en fout. Il sait que si un type aussi dangereux que lui en a après eux, vaut mieux s'en débarrasser maintenant. Lorsque Gacho révèle sa capacité à renvoyer les balles, Mista n'abandonne pas et finit par tomber, puis Giorno arrive pour finir le travail et honore celui qui ne recule jamais. Avant de passer au prochain personnage, j'ai envie de faire un petit point. Je pense que si Mista survit à la fin, c'est en partie car il correspond à la symbolique de Golden Wind, qui, en vitesse x2, peut être résumé par accepter votre destin, vous serez des meilleures personnes. Si vous voulez une vidéo plus développée sur le design en Golden Wind, allez voir la vidéo de Revive sur ce sujet. Elle est infiniment mieux faite que les miennes. Bruno Bucciolati est quelqu'un de très altruiste, qui privilégie les autres et qui a soif de justice. Cette envie de justice est représentée dans son stand, Sticky Finger, qui n'a pas de dieu, comme la justice. Mais l'aspect fermeture et clair de son stand n'a pas vraiment de rapport avec sa personnalité, si ce n'est lui permettre d'aller plus vite vers son idéal. Dans son passé, Bruno vivait dans un petit village de pêcheurs. Un jour, ses parents, voulant divorcer, lui ont demandé avec qui compte-il aller, son père ou sa mère qui part en ville. Il choisit son père, car sa mère s'en remettra et pas forcément son père, même s'il doit rester dans sa petite école de campagne. Le père de Bruno décide de proposer des tours de bateau aux touristes pour gagner plus d'argent pour son fils. Un jour, 2 personnes demandent à louer le bateau, le père décide de venir avec eux pour conduire. Plus tard, le père est retrouvé gravement blessé, ayant de la drogue sur lui. Dans la nuit, les 2 hommes s'infiltrèrent dans sa chambre d'hôpital pour l'assassiner dans son sommeil, mais Bruno était caché sous son lit avec un couteau et tua sans hésitation les 2 agresseurs. Suite à ça, il décide de jurer fidélité à Passionné en échange de la protection de son père, qui finira quand même par mourir. Il deviendra par la suite chef d'une petite équipe. À la fin de son combat contre Giorno, il nous apparaît comme ayant des valeurs similaires à celles de ce dernier, mais cette première apparition n'est pas très intéressante pour le personnage. Suite à la rencontre du gang avec Pericolo, Bucciolati est officiellement lieutenant. Je trouve qu'il est important de noter que malgré sa montée en grade, il ne prend pas la grosse aide et reste fixé sur son objectif, contrairement à ce que dira Diavolo. Dans le combat contre Prosciutto et Pesci, Bruno et Prosciutto débattent de ce qui fait un bon leader. La réponse de Bucciolati est qu'un bon leader doit être capable de faire passer les autres avant soi. En ouvrant un trou dans le train, il fait comprendre à Prosciutto que si il saute, Pesci se retrouvera tout seul face à 4 manières de stand. Après, lorsqu'il s'accroche au train, Prosciutto dit à Bruno qu'il est un bien meilleur leader que ce qu'il pensait. Les stands ennemis sont encore une représentation des craintes de notre personnage. Grateful Dead va toucher les autres sans que Bruno puisse rien faire pour eux. Et Beach Boy peut frapper de n'importe où, depuis n'importe où. En plus de ne pas pouvoir protéger les autres, il ne peut même pas se protéger lui-même. Ensuite vient la rencontre avec le boss. Il se confronte à un dilemme, abandonner Trish ou trahir le boss. Sachant qu'il ne connaît pas beaucoup Trish, qu'il prend un grand risque de mourir et qu'en cas de survie, il peut se retrouver tout seul face au boss. Mais il le haït, et sa haine pèse plus que tout le reste. En ajoutant son envie de justice, il choisit la révolte. Face à King Crimson, malgré toute sa force et sa ruse, il sera terrassé, mais Giorno viendra le sauver. Suite à ça, il proposera à chaque membre du groupe de le suivre ou pas, en laissant leur libre arbitre avant tout. Quand Narancia n'arrive pas à se décider, Bucciolati ne le forcera pas et restera en accord avec ses valeurs.
Au cours du combat final, quand King Crimson finit par attraper la flèche et que Bucciolati comprend l'énigme des Requiem, il décide d'achever Chariot pour ramener King Crimson dans le corps de Diavolo, même s'il doit retourner dans son corps sans vie. Par cet acte, il donna la flèche à Giorno, et même si ce dernier l'a sauvé pour un temps, Bucciolati se doit de partir. Comme son père, après une confrontation, il sera protégé pour un temps, mais finit quand même par mourir. Trish Una est une fille qui, en apparence, a un caractère de gamine pourri gâtée qui s'en branle de tout, mais qui, au fond, a peur que son père ne l'aime pas. Son stand, Spice Girl, lui permet de ramollir et de rendre ce qu'elle frappe incassable. Ce qui montre que peu importe ce que l'on est, on peut être plus résistant que les merdes qui s'acharnent sur nous en pensant nous faire quelque chose. À sa première apparition, avant de se montrer, elle fait une démonstration de force à Narantia, puis se montre désagréable envers Fugo et parle souvent mal aux membres du groupe. Lorsqu'elle allait rencontrer son père, elle se demandait si elle l'aimerait, mais il s'avère que ce dernier veut la tuer. Quand Bruno l'a sauvée, elle lui accorda toute sa confiance et lui indiqua là où il pourrait trouver des infos sur le boss car maintenant, elle aussi veut la battre. Dans son combat contre Notorious Big, elle se retrouve face à un ennemi contre lequel le groupe n'arrive à rien. Notorious Big est par ailleurs la représentation de ce qu'elle craint, une entité qui ne craint rien, contre lequel on ne peut rien. Le groupe découvre qu'il s'agit d'un stand agissant par rapport au son, ce qui incite premièrement Trish à se faire discrète, à ne pas se faire remarquer sous peine de mort. Puis lui apparaît Spice Girl, qui lui dit de ne pas avoir peur et qu'il ne faut surtout pas abandonner la main de Giorno, qui lui aussi n'avait pas peur quand il a dû s'arracher le bras. À la fin, lorsqu'elle se croit s'être débarrassée de Notorious Big et que Bucciolati lui dit de ne plus bouger, elle fonce vers le cockpit, ferme la porte et se déchaîne pour pouvoir protéger tout le monde des maux qui lui ont tant posé de problèmes par le passé. Pendant le combat final, malgré le fait qu'elle était manipulée par son père, elle continua à s'opposer à lui en l'empêchant de prendre la flèche. Puis elle sera sauvée par le sacrifice de Bucciolati, mais malheureusement, on ne saura pas ce qu'elle devient après. Qui sait, peut-être un spin-off répondra à cette question un jour. Giorno Giovanna est quelqu'un de très spécial. Quelqu'un qui a beau être un voleur, il reste une personne ayant des valeurs fortes. Notamment, il valorise la vie plus que tout au monde, ce qui est personnifié en son stand comme l'expérience, qui peut donner la vie, et sa capacité à renvoyer les dégâts montre une forme de protection envers la vie elle-même. Dans son passé, Giorno Giovanna était le fils de Dio et d'une jeune japonaise. Cette dernière n'hésitait pas à aller en soirée même après la naissance de son fils, ce qui impliquait le laisser seul. Malgré la peur d'être enfermé à un bas âge, il ne pleura pas car il savait que c'était inutile. Un jour, sa mère rencontra un Italien avec lequel elle déménagea en Italie. Giorno ne se faisait pas d'amis, il se faisait battre par son nouveau père et se voyait lui-même comme étant un déchet humain. Plus tard, pendant le chemin vers sa maison, Giorno croisa le chemin d'un mafieux gravement blessé. Giorno se vit en cet homme sur lequel le destin semblait s'abattre. Les poursuivants du mafieux arrivent et demandent à Giorno où est-il allé. Il répondit une fausse direction. Le lendemain, le mafieux alla voir Giorno et le remercia. Il lui dit notamment qu'il veillera sur lui. Depuis cet instant, plus personne n'embête à Giorno. Quelque temps plus tard, Giorno décide alors qu'il rejoindra la mafia pour en prendre le contrôle et y faire régner la justice. À sa première apparition, Giorno est un voleur au cœur bon, car l'argent dérobé sera utilisé pour offrir une glace à un enfant. Ce qui montre que Giorno a beau être quelqu'un de profondément bon, il n'hésitera pas à s'abaisser à de viles pratiques. Dans son combat contre Polpo, Giorno fait face à Black Sabbath, un stand qui sort de l'ombre pour frapper même des innocents, représentation des portes de Giorno. Dans ce combat, il sera accompagné de Koichi, ce qui est très important pour la suite. Giorno réalise qu'il est bien plus simple de se débarrasser de ses peurs lorsqu'on est guidé. À son arrivée dans l'équipe, Giorno est prêt à tout pour son objectif, certes, mais aussi pour aider ses nouveaux compagnons à traverser leur combat. Il se sacrifie face à Soft Machine pour qu'Abakio en comprenne la capacité. Face à Man in the Mirror, il se contamine avec le virus de Purple Ace pour guider Fugo. Face à White Album, il s'ensanglante le bras pour que Mista puisse voir la glace de son ennemi. Pour Bucciolati, il prend le risque de faire face au boss. Face à Squalo et Tiziano, il donne une nouvelle langue à Narantia pour se débarrasser de Talking Head, et face à Notorious Big, il s'arrache le bras pour le jeter par le hublot. Dans le combat final, après avoir aidé tout le monde au cours de la partie pour son objectif, le destin offre à Giorno la flèche par le sacrifice de Bucciolati et lui accorde Requiem, le pouvoir ultime. Giorno s'est servi du groupe, le destin se sert actuellement de Giorno car il a besoin de quelqu'un pour se débarrasser de Diavolo qui l'insultait, avec la capacité de son King Crimson qui peut effacer les différents événements que le destin lui a prévus. Requiem, à l'image de Giorno, sait se montrer dur, et il punira Diavolo par la pire mort imaginable, à savoir toutes les morts imaginables. Suite à cet affrontement, Giorno gardera la flèche car il en aura besoin pour son but. Après avoir servi le destin le sert. Et petit mot pour la fin, c'est pour ça qu'il n'apparaît pas dans cet océan. Alors oui, la blague était marrante, mais arrêtez avec les « Il est où Giorno dans cet océan ?» Ce n'est plus drôle.
Bon, petit mot de la fin, mais le vrai cette fois. Cette vidéo a été beaucoup plus simple à enregistrer que prévu, comme je le disais dans l'intro. Clairement, c'était amusant. Je pensais pas être capable de réaliser une vidéo d'1 quart d'heure. Enfin, du moins, c'est ce que je dis maintenant. On verra si le Gabi du futur au montage, il en pense pareil. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, mais surtout, on se retrouve dans les commentaires. Allez, arrivederci.